Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le début du XXe siècle, c'était pas fifou comme période. Entre les deux guerres mondiales, la révolution russe, l'annexion de la Corée, le génocide arménien, le naufrage du Titanic et j'en passe, il y avait juste pas moyen de prendre une pause. C'est dans le contexte de l'entre-deux-guerres qu'a été écrite la pièce La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Sachant qu'il a combattu au front lors de la Première Guerre mondiale, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le bonhomme était un fervent pacifiste. Il emprunte ses personnages à l'Antiquité grecque, plus spécifiquement à l'Iliade d'Homère, mais c'est bien de la société de son temps dont il parle, avec autant d'humour que de cynisme. Mais nous, on sait qu'elle a eu lieu la guerre de Troie, non? Il y en a même eu deux à ce qui paraît. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre qui nous dit qu'il n'y aura pas de guerre? Giraudoux a vraiment eu l'audace de réécrire l'un des monuments de la littérature antique? Peut-être pas, on va voir ça ensemble avec le résumé. Et c'est moi qui vais vous raconter l'histoire. Mais enfin, poteau, t'aurais pu passer par la porte! Oui, j'aurais pu, mais ça aurait été beaucoup moins classe. Puis je m'en fiche, moi, hein, c'est ta chambre, de toute façon. Bref, comme je disais, passons au résumé. On est sur les remparts de la puissante ville de Troie. Andromaque y accueille son mari Hector, qui revient tout juste d'une longue expédition militaire. Hector est un personnage désabusé. On lui a promis héroïsme et gloire, mais tout ce qu'il a trouvé sur le champ de bataille, c'était des gens, comme lui, dont il a eu pitié. Il compare ça à une musique qui se serait déréglée. Sans surprise, cette expérience traumatisante a fait de lui un fervent défenseur de la paix, à l'image de l'auteur. Il est déterminé à mettre fin à tous les conflits. Andromaque partage ses convictions et profite de l'occasion pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Une perspective qui les met tous les deux en joie. Heureusement que c'est une histoire qui se finit bien. Sinon, je me sentirais vraiment triste pour ces deux-là. Hein, que ça va bien se finir? Andromaque n'est pas très optimiste. Elle rappelle à Hector que son frère Paris a capturé Hélène, la femme du roi Ménélas, et que les Grecs voudront absolument la récupérer. Elle est certaine que Paris n'acceptera jamais de rendre Hélène aux Grecs. Mais Hector est confiant. Il est certain que la guerre peut encore être évitée. Il va donc voir Paris, histoire de tâter un peu le terrain, voir comment il s'y est pris pour capturer Hélène, essayer de comprendre la nature de leur relation. Paris, dans ce texte, il est vraiment abaffé. Il sait qu'Hélène ne l'aime pas, mais il s'en fiche, et il voudrait la garder quand même. Visiblement, elle a une façon de l'aimer qu'il trouve particulièrement ravissante. Il aurait peut-être 2 ou 3 choses à démêler, le Paris, mais j'imagine que Hector a mieux à faire que lui improviser une séance de psychanalyse. Donc Hector essaye de convaincre son frère d'abandonner Hélène, mais en vain. Il arrive cependant à le faire accepter de s'en remettre à l'autorité de leur père, le roi Priam. Le problème, c'est que Priam, non plus, n'a pas envie de rendre Hélène. Et d'ailleurs, toute la population des vieillards de Troie y est opposée. En gros, lorsqu'Hélène se promène, tous les vieux se mettent au rempart pour l'admirer et crient des choses comme « Vive la beauté !» à tour de rôle. Charmant spectacle. Priam essaye de faire comprendre à Hector qu'ils ont besoin d'Hélène, que sa beauté est un symbole qui vaut la peine d'être défendu. Hector n'est pas impressionné. Aucun symbole ne vaut la vie de milliers d'innocents à ses yeux. Il propose d'aller parler à Hélène directement. S'il parvient à la convaincre, elle, de partir, alors ni Priam ni Paris ne s'opposeront à sa volonté. Paris accepte uniquement parce qu'il est persuadé qu'Hélène ne voudra jamais l'abandonner. Mais avec Hélène, Hector se trouve confronté à un tout autre type de problème. C'est une femme inconstante, pour qui rien n'a particulièrement d'importance. Elle ne tient pas spécialement à Paris, et ça ne lui fait pas grand-chose que de rentrer en Grèce. Alors Hector pense avoir gagné, mais Hélène n'en est pas si sûre. Elle a une forme particulière de don de voyance. Elle peut imaginer des futurs possibles, mais seuls ceux qui vont vraiment se produire apparaîtront en couleur dans son esprit. Lorsqu'Hector évoque le futur où elle monte sur le bateau qui la ramènera en Grèce, elle ne voit que des teintes de gris. Pour autant, elle ne refuse pas de partir. Hector est appelé ailleurs.
Il s'en va avec la désagréable impression de mener un combat perdu d'avance. Pour l'acte 2, on change de lieu. On est en gros dans la cour interne du palais, mais qui donne aussi sur la plage. Il y a de grandes portes qui vont devenir importantes plus tard. Pour l'instant, Hélène est seule, avec Troilus, le petit frère d'Hector et Paris. Il a beau n'avoir que 15 ans, elle, ça ne l'empêche pas d'essayer de le séduire. Elle veut l'embrasser, mais il se dérobe, et c'est un petit garçon colérique qui semble avoir du mal à s'exprimer. Un certain nombre de gens arrivent sur les lieux, dont Hector. Il demande à ce qu'on fasse fermer les portes, qu'il appelle les portes de la guerre. C'est alors qu'il est confronté à Démocos, un poète troyen. Démocos fait partie des vieillards qui bavent sur Hélène à longueur de journée. Il s'oppose farouchement à ce qu'on ferme les portes. Il a fait venir avec lui un juriste étranger, appelé Busiris, qui l'a chargé d'expliquer pourquoi les Grecs ont déjà cruellement offensé Troie, bien qu'ils n'ont même pas encore accosté. Busiris explique que le problème vient de la façon dont les Grecs ont hissé leurs voiles et aligné leur flotte. Il y aurait là-dedans un symbole suffisant pour justifier une guerre. C'est à l'évidence complètement idiot, et Hector ne se laisse pas avoir. Il demande à Busiris d'interpréter la loi d'une manière différente, afin de sauver des innocents. Busiris refuse, jusqu'à ce qu'Hector menace de l'enfermer à Troie pendant toute la durée des conflits. Il se montre alors nettement plus coopératif. Comme on dit, la politique, c'est une histoire de finesse. Les portes sont alors fermées et Hector prononce un discours pour les morts. En parallèle, Andromaque et Hélène ont une conversation. Andromaque sent que la guerre est inévitable et commence à désespérer. Ce qu'elle trouve tout particulièrement insupportable, c'est qu'Hélène et Paris ne s'aiment pas. Elle déteste l'idée d'un carnage causé par un couple officiel. Dans un moment de faiblesse, elle voudrait se voiler la face, croire un instant que Paris et Hélène s'aiment véritablement, donnant un peu de sens à leur situation tragique, en faire une belle histoire. Hélène répond alors, et je cite le texte. « Pourquoi ? S'il suffit d'un couple parfait pour vous faire admettre la guerre, il y a toujours le vôtre, Andromaque. » Mais on n'a pas le temps d'apprécier la beauté de cette réplique, parce que les problèmes d'Hector ne sont pas terminés. Sur la plage, il tombe sur Oyax, un guerrier grec qui a accosté avant les autres. Oyax, c'est une brute épaisse, qui ne cherche qu'à causer des ennuis. Il s'amuse à provoquer Hector, qui se force à rester calme, même après avoir été giflé. Vous en faites pas pour Hector, il se venge sur Démocos un peu plus tard. Et après ça, lui et Oyax deviennent des super potes. C'est alors que le vaisseau d'Ulysse en personne accoste sur les rives troyennes. C'est lui, l'envoyé des Grecs, celui qui est censé ramener Hélène à la maison, ou repartir avec une déclaration de guerre. Hector lui dit qu'il peut embarquer Hélène s'il le souhaite. Mais Ulysse est d'humeur à causer des problèmes visiblement, puisqu'il impose une condition de plus pour éviter la guerre. Il ne suffit pas de rendre Hélène aux Grecs, il faut aussi que Paris l'ait respectée tout au long de sa capture. Oui, vous voyez très bien de quoi je parle. À ce stade, Hector n'a pas d'autre choix que de mentir. Secondé par Hélène et Paris, il affirme que les deux ne se sont pas touchés une seule fois. Ulysse se moque d'eux, enchaîne les sous-entendus et traite Paris d'impuissant. Paris est humilié, mais il tient bon. Le problème, c'est que les marins qui étaient avec lui sur le bateau ont tout vu et qu'ils n'ont pas prévu de se taire. Ils se lancent dans un discours magnifique où ils décrivent avec force de métaphore l'acte sexuel qui a eu lieu sur le bateau, pendant que Hector se tape probablement la tête contre un mur en voyant tous ses efforts ruinés. Cet homme mérite une sieste, probablement une sieste d'un mois entier. Hector et Ulysse se retrouvent ensuite seuls pour négocier. On découvre alors que, malgré toutes ces moqueries, Ulysse ne souhaite pas la guerre, pas plus qu'Hector. Mais contrairement à lui, il ne se sent pas capable de l'empêcher. Il y voit l'œuvre du destin, une force contre laquelle on ne peut pas lutter. Il accepte d'emporter Hélène avec lui, il accepte de mentir à Ménélas, et de lui faire croire que Paris n'a jamais touché sa femme. Mais il a du mal à croire que ça suffise. Il retourne à son bateau, un pas après l'autre. Tout semble bien se passer, et pourtant, tout le monde a peur. Oyax
arrive à nouveau sur la plage, complètement ivre, et il commence à séduire Andromaque, se montrant de plus en plus envahissant. Hector lève sa javeline tout doucement, mais au moment où on pense qu'il va tuer Oyax, il se reprend et baisse le bras. Un sacrifice de plus pour le comte de Troie. Ça commence à faire beaucoup. Démocos, qui a tout vu, se met à insulter Hector, le traite de lâche. Hector perd le contrôle de lui-même et le frappe de sa lance. Démocos s'effondre en hurlant qu'il a été tué par Oyax, qui est promptement capturé et tué lui aussi. La guerre de Troie aura lieu. On ouvre alors les portes du palais, révélant Hélène en train d'embrasser Troilus. Et Cassandre dans tout ça? Oui, parce que c'est vrai qu'on la mentionne nulle part dans notre résumé, mais elle a quand même 68 répliques dans cette pièce, hein. Cassandre est un personnage singulier qui mérite notre attention. Cassandre, c'est la fille de Priam. Les fans de mythologie grecque la connaissent surtout pour avoir refusé les avances du dieu Apollon, lequel, pour la punir, décréta que ses prédictions ne seraient jamais crues, même de sa famille. Dans cette pièce, Cassandre est donc une jeune femme désabusée. Elle sait ce qu'il va se passer. Et elle se doute bien que ses efforts pour alerter tout le monde et prévenir le conflit ne serviront à rien. Alors, stoïquement, elle joue son rôle. Elle erre de scène en scène, distribue ses traits d'esprit magnifiques et ses remarques acerbes, comme pour la beauté du geste. Et si on réfléchit au fait que la guerre de Troie n'aura pas lieu, a été jouée pour la première fois à Paris, en novembre 1935. Ça devient difficile de ne pas faire le rapprochement entre cette pièce et le personnage de Cassandre. C'est sublime, ça pique, et on regrette qu'elle n'ait pas été plus écoutée.